Bonjour, une nouvelle de Sherlock Holmes, une affaire d'identité. Mon cher ami, me dit Sherlock Holmes alors que nous étions assis de chaque côté de l'âtre dans son appartement de Baker Street, la vie est infiniment plus étrange que tout ce que le cerveau humain peut inventer. Nous n'oserions même pas concevoir les choses qui constituent les simples banalités de l'existence. Si nous pouvions nous envoler par cette fenêtre main dans la main et planer au-dessus de cette grande métropole, soulever doucement les toits et observer les choses bizarres qui s'y passent, les coïncidences étranges, les projets, les désaccords, cette merveilleuse succession d'événements qui s'étale sur plusieurs générations et qui aboutit aux résultats les plus extravagants, alors toute fiction, avec ses conventions et ses conclusions prévisibles, semblerait dépassée et stérile. Et pourtant je n'en suis pas convaincu, répondis-je. Les affaires révélées dans les journaux sont, en général, assez plates et vulgaires. Dans les rapports de police, le réalisme est poussé à l'extrême, et pourtant le résultat, il faut bien l'avouer, n'est ni captivant ni artistique. On doit opérer une sélection et faire preuve d'une certaine sagesse pour produire un effet réaliste, remarqua Holmes. Ce qui laisse à désirer dans les rapports de police, où on insiste peut-être plus sur les platitudes proférées par le magistrat que sur les détails, qui constituent pour un observateur l'essence vitale de tout le problème. Croyez-moi, il n'y a rien d'aussi peu naturel que le banal. Je souris et secouai la tête. Je comprends bien pourquoi vous dites cela, dis-je. Bien évidemment, dans votre position de conseiller officieux qui vient en aide à quiconque se trouve absolument perdu, à travers 3 continents, vous vous trouvez en contact avec tout ce qu'il y a d'étrange et de bizarre. Mais tenez, je ramassai par terre le journal du jour. Essayons de l'appliquer à un cas pratique. Voici le premier titre sur lequel je tombe. La cruauté d'un mari envers sa femme. Il y a une demi-colonne de texte, mais je n'ai pas besoin de le lire pour savoir que tout m'y est familier. Il y a bien sûr une autre femme, la boisson, les heurts, les coups, les blessures, la sœur ou la logeuse compatissante. Le plus vulgaire des auteurs ne pourrait rien inventer de plus vulgaire. En réalité, votre exemple est mal choisi pour votre démonstration, dit Holmes en prenant le journal et en le parcourant du regard. C'est l'affaire Dundas, une histoire de séparation, et il se trouve que j'ai été sollicité pour éclaircir certains points mineurs en relation avec elle. Le mari est abstinent, il n'y avait pas d'autre femme, et ce qu'il y a de condamnable dans son comportement, c'est qu'il avait pris l'habitude de terminer ses repas en enlevant son dentier et en le jetant violemment sur sa femme, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas une chose qui viendrait aisément à l'esprit du premier romancier venu. Prenez une pincée de tabac à priser, docteur, et reconnaissez que j'ai marqué un point contre vous avec votre exemple. Il tendit sa tabatière en vieil or, ornée d'une grosse améthyste au centre du couvercle. Cette magnificence contrastait tellement avec ses habitudes domestiques et la simplicité de sa vie que je ne pus retenir un commentaire. « Ah, dit-il, j'oubliais que je ne vous ai pas vu depuis plusieurs semaines. C'est un petit souvenir du roi de Bohême en témoignage de mon aide dans l'affaire des documents d'Irène Adler. »« Et la bague ?» demandai-je en regardant le superbe brillant qui scintillait à son doigt. « Elle vient de la famille régnante de Hollande. Mais le problème pour lequel je l'ai aidé est si délicat que je ne peux le confier, même à vous, qui avez été assez bon pour narrer 2 ou 3 de mes petites enquêtes. »« En avez-vous une en cours en ce moment ?» demandai-je avec intérêt. « Environ 10 ou 12, mais aucune qui présente la moindre caractéristique intéressante. Elles sont importantes, vous comprenez, sans être intéressantes. En réalité, j'ai remarqué que c'est habituellement dans les problèmes mineurs qu'il existe un champ pour l'observation et pour l'analyse rapide des causes et conséquences qui fait le charme d'une enquête. Les grands crimes sont souvent les plus simples, car plus un délit est important et plus son mobile est évident, c'est la règle. Parmi ces affaires, en dehors d'une assez compliquée qui m'a été soumise de Marseille, il n'y a rien qui présente un quelconque intérêt. Il est possible cependant que d'ici quelques minutes j'ai mieux à vous offrir, car voici un client où je me trompe fort. Il s'était levé de son fauteuil et s'était posté derrière le store, plongeant son regard dans la rue londonienne morne et grise. Regardant par-dessus son épaule, j'aperçus sur le trottoir d'en face une femme corpulente, un épais boa en fourrure autour du cou et coiffée d'un chapeau à large bord surmonté d'une grande plume rouge recourbée qu'elle portait à la manière coquette de la duchesse du Devonshire, inclinée vers l'oreille. À l'abri de ce costume imposant, elle lançait des coups d'œil hésitants et nerveux en direction de nos fenêtres, cependant que son corps oscillait d'avant en arrière et que ses doigts jouaient avec les boutons de ses gants. Tout à coup, elle s'élança en avant comme un nageur qui se jette à l'eau, traversa la rue en courant et nous entendîmes la sonnette retentir avec force. « J'ai déjà vu ces symptômes, dit Holmes en jetant sa cigarette dans la cheminée. Les hésitations sur le trottoir indiquent toujours une affaire de cœur. Elle aimerait être conseillée, mais se demande si la question n'est pas trop délicate pour être communiquée.
Et même là, nous pouvons encore opérer une distinction. Quand une femme a été gravement trompée par un homme, elle n'hésite plus. Et le symptôme habituel est plutôt un cordon de sonnette cassé. Dans ce cas-ci, nous pouvons supposer qu'il y a une histoire d'amour, mais que la dame n'est pas tant en colère qu'embarrassée ou affligée. Mais la voilà qui arrive en personne pour lever nos doutes. Tandis qu'il parlait, on frappa à la porte et le garçon en livrée annonça mademoiselle Mary Sutherland, alors que la demoiselle elle-même surgissait derrière la petite silhouette noire, comme un navire marchant toute voile dehors derrière un minuscule bateau pilote. Sherlock Holmes l'accueillit avec toute la courtoisie nécessaire, qu'il maîtrisait avec raffinement. Après avoir refermé la porte et s'être incliné pour lui indiquer un fauteuil, il la considéra de cette manière minutieuse et pourtant rêveuse qui n'appartenait qu'à lui. « Ne trouvez-vous pas, dit-il, qu'avec votre myopie, il est épuisant de tant taper à la machine ?»« Au début, oui, répondit-elle, mais maintenant je sais où se trouvent les lettres sans regarder. » Puis, prenant soudain conscience de la portée exacte de ses paroles, elle sursauta et son bon gros visage exprima l'effroi et l'ahurissement. « Vous avez entendu parler de moi, monsieur Holmes ?» s'écria-t-elle. « Ou sinon, comment pouvez-vous savoir tout cela ?»« Aucune importance, dit Holmes en riant. C'est mon métier de savoir les choses. Peut-être me suis-je entraîné à voir ce que les autres négligent. Sinon, pourquoi viendriez-vous me consulter ? Je suis venu vous voir, monsieur, parce que j'ai entendu parler de vous par madame Etheredge, dont vous avez si facilement retrouvé le mari que la police et tout le monde donnaient pour mort. Oh, monsieur Holmes, comme je souhaite que vous en fassiez autant pour moi. Je ne suis pas riche, mais je perçois tout de même 100 livres par an de plein droit, sans parler de ce que je gagne en tapant à la machine, et je donnerai tout pour savoir ce qui est arrivé à monsieur Hosmer Angel. « Pourquoi êtes-vous venu me consulter avec une telle hâte ?» demanda Sherlock Holmes, les extrémités de ses doigts jointes, les yeux au plafond. De nouveau, un air d'ahurissement envahit le visage assez inexpressif de mademoiselle Mary Sutherland. « Oui, je me suis précipité hors de la maison, dit-elle, car j'étais fâché de voir la désinvolture avec laquelle M. Windibank, c'est-à-dire mon père, prenait la chose. Il ne voulait pas aller à la police ni venir vous trouver, et finalement, comme il ne voulait rien faire du tout et ne faisait que répéter qu'il n'y avait eu aucun préjudice, je suis devenu comme folle. Alors j'ai pris mes affaires et je suis venu tout droit chez vous. »« Votre père, dit Holmes ? Votre beau-père, très certainement, étant donné que son nom est différent du vôtre. »« Oui, mon beau-père. Je l'appelle père bien que cela semble drôle, car il n'a que 5 ans et 2 mois de plus que moi. Et votre mère est vivante ? Oh oui, mère est vivante et en bonne santé. Je n'étais pas vraiment ravi, monsieur Holmes, lorsqu'elle s'est remariée si peu de temps après la mort de père, et avec un homme plus jeune qu'elle de près de 15 ans. Père était plombier sur Tottenham Court Road, et il nous a laissé une affaire solide que mère a continué de gérer avec monsieur Hardy, le contremaître. Mais quand monsieur Windibank est apparu, il la lui a fait vendre, car c'était un homme d'un rang supérieur, lui, un représentant en vin. Ils reçurent 4700 livres pour le fonds et la clientèle, ce qui était loin de ce que père en aurait tiré s'il avait vécu. Je m'étais attendu à voir Sherlock Holmes s'impatienter devant ce récit décousu et sans importance, mais il avait au contraire écouté avec la plus grande attention. « Votre propre petit revenu, demanda-t-il, provient-il de l'affaire ? »« Oh non, monsieur, c'est tout à fait distinct. Il m'a été légué par mon oncle Ned, d'Auckland. Ce sont des obligations néo-zélandaises qui rapportent 4,5%. Le capital est de 2500 livres, mais je ne peux toucher que les intérêts. »« Vous m'intéressez beaucoup, dit Holmes, et comment vous en tirez tout de même 100 livres par an, plus ce que vous gagnez en travaillant ? Vous devez sans doute voyager un peu et ne rien vous refuser. Je pense qu'une dame seule peut vivre très confortablement sur un revenu d'environ 60 livres. Je pourrais me contenter de bien moins, monsieur Holmes, mais vous comprenez que tant que je vivrai à la maison, je ne souhaite pas être un fardeau, et ils ont donc cet argent à leur disposition tant que je demeure avec eux. Bien évidemment, c'est seulement temporaire. Monsieur Windibank touche mes revenus chaque trimestre et les remet à ma mère, et moi je m'en sors très bien avec ce que je gagne en tapant à la machine. Cela me rapporte 2 pence la feuille, et j'arrive souvent à faire 12 à 15 pages par jour. Vous m'avez très clairement exposé votre situation, dit Holmes. Voici mon ami, le docteur Watson, devant qui vous pouvez parler aussi librement que devant moi-même. Ayez donc l'amabilité de nous dire maintenant tout ce qui concerne votre lien avec M. Hosmer Angel. Le visage de mademoiselle Sutherland se colora de rouge, et elle se mit à tirer nerveusement sur le rebord de sa veste. Je l'ai rencontré pour la première fois au bal des employés du gaz. Ils avaient l'habitude d'envoyer des billets à père lorsqu'il était en vie, et ensuite ils ne nous ont pas oubliés et les envoyés à ma mère. M. Windibank ne voulait pas que nous nous y rendions, il ne souhaitait pas que nous allions où que ce soit. Il devenait comme fou si je souhaitais même assister à une fête de l'école du dimanche. Mais cette fois j'étais décidé à y aller,
et j'irai, car quel droit avait-il de m'en empêcher? Il prétendait que les gens n'étaient pas dignes de nous, alors que tous les amis de père s'y trouvaient. Et il disait que je n'avais rien de convenable à me mettre, alors que j'avais mon ensemble en peluche pourpre que je n'avais encore jamais sorti du tiroir. À la fin, voyant que rien ne m'en empêcherait, il s'en alla en France pour les affaires de l'entreprise, mais nous nous y rendîmes, mère et moi, avec M. Hardy, notre ancien contremaître, et c'est là que j'ai rencontré M. Osmer Angel. Je suppose, dit Holmes, que lorsque M. Windibank est rentré de France, il fut très contrarié de savoir que vous étiez allé au bal. Oh, en fait, il l'a très bien pris. Il a ri, je me souviens, puis il a haussé les épaules et a dit qu'il ne servait à rien d'interdire quelque chose à une femme, car elle finit toujours par l'emporter. Je vois, donc à ce bal des employés du gaz, vous avez rencontré, si j'ai bien compris, un monsieur du nom de Osmer Angel. Oui, monsieur, je l'ai rencontré ce soir-là, et il est passé le lendemain pour savoir si nous étions bien rentrés, et après cela, nous l'avons rencontré, c'est-à-dire monsieur Holmes que je l'ai revu 2 fois pour des promenades, mais après cela, père est rentré, et monsieur Osmer Angel n'a plus pu venir à la maison. Non. C'est-à-dire que père, voyez-vous, n'aimait pas du tout cela. Il n'aurait reçu aucune visite s'il avait pu, et il avait coutume de dire qu'une femme devrait être heureuse dans son propre foyer. Mais alors, comme je l'ai toujours dit à mère, une femme doit songer à fonder son propre foyer pour commencer, et je n'avais pas encore le mien. Mais qu'en est-il de M. Osmer Angel? N'a-t-il pas essayé de vous revoir? Eh bien, père devait retourner en France une semaine plus tard. Osmer m'a écrit pour me dire qu'il serait préférable et plus sûr de ne pas se voir avant son départ. Nous nous écririons entre-temps, et il m'écrivait tous les jours. C'est moi qui rentrais le courrier le matin, et père n'avait pas besoin de le savoir. Étiez-vous fiancé à ce monsieur à ce moment-là? Oh oui, monsieur Holmes, nous nous sommes fiancés après notre première sortie ensemble. Osmer, monsieur Angel, était caissier dans un bureau de Leadenhall Street, et... Quel bureau? Voilà ce qu'il y a de pire, monsieur Holmes, je ne le sais pas. Où vivait-il alors? Il dormait sur les lieux. Et vous ne connaissez pas son adresse? Non, sauf que c'était dans Leadenhall Street. Où adressiez-vous vos lettres dans ce cas? Au bureau de poste de Leadenhall Street, en poste restante. Il disait que si je les lui envoyais au bureau, tous les autres employés le taquineraient parce qu'il recevait des lettres d'une dame. Je lui ai donc proposé de taper mes lettres à la machine, comme il tapait les siennes, mais il ne le souhaitait pas, car il disait que de ma main elles paraissaient provenir de moi, mais quand elles étaient tapées, il avait l'impression que la machine s'immisçait entre nous. Cela vous montre à quel point il tenait à moi, monsieur Holmes, et les petites choses auxquelles il s'attachait. Tout cela est très révélateur, dit Holmes. C'est depuis longtemps l'un de mes axiomes. Les petites choses sont de très loin les plus importantes. Vous rappelez-vous d'autres détails à propos de monsieur Osmer Angel? Il était très timide, monsieur Holmes. Il préférait sortir avec moi le soir que dans la journée, car il disait qu'il détestait attirer les regards. Il était très discret, un vrai gentilhomme. Même sa voix était douce. Il avait eu les amygdales dans son enfance, m'a-t-il dit, et il en a hérité une gorge fragile, ainsi qu'une manière hésitante de parler, comme en murmurant. Il était toujours élégamment vêtu, très convenablement et simplement, mais sa vue était faible comme l'est la mienne, et il portait des verres teintés pour se protéger de la lumière. Bien. Et qu'est-il arrivé à M. Windibank, votre beau-père, lorsqu'il est revenu de France? M. Osmer Angel est revenu à la maison, et m'a proposé le mariage avant le retour de père. Il était affreusement sérieux et m'a fait promettre sur la Bible que, quoi qu'il arrive, je lui serai toujours fidèle. Mère a dit qu'il avait tout à fait raison de me faire jurer que c'était une preuve de sa passion. Elle lui a, dès le début, été très favorable, et elle l'aimait encore plus que moi. Alors, quand ils ont parlé d'un mariage dans la semaine, j'ai commencé à évoquer père. Mais ils m'ont dit tous deux de ne pas m'en faire à son propos, qu'on lui dirait juste après, et ma mère a dit qu'elle arrangerait tout cela avec lui. Je n'aimais pas du tout cela, monsieur Holmes. Il me semblait étrange de devoir lui demander son consentement, étant donné qu'il n'était mon aîné que de quelques années. Mais je ne voulais pas faire quoi que ce soit en cachette, alors j'écrivis à père à Bordeaux, où sa compagnie a ses bureaux en France, mais la lettre m'est revenue le matin même du mariage. Elle l'a donc manqué? Oui, monsieur, car il était reparti pour l'Angleterre juste avant qu'elle arrive. Eh, pas de chance, votre mariage était donc prévu pour le vendredi. Devait-il avoir lieu à l'église? Oui, monsieur, mais très simplement. Il devait être célébré à l'église Saint-Saviour, près de King's Cross, et nous devions ensuite déjeuner à l'hôtel Saint-Pancras. Osmer est venu nous chercher en fiacre, mais comme nous étions deux, il nous y installa et lui-même est monté dans une voiture à 4 roues qui était d'ailleurs le seul autre fiacre qui se trouvait dans la rue. Nous arrivâmes les premiers à l'église, et quand sa voiture apparut, nous nous attendions à le voir en sortir, mais il ne se montra pas,
et quand le cocher quitta son siège pour regarder à l'intérieur, il n'y avait personne. Le cocher dit qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il était devenu, car il l'avait vu y entrer de ses propres yeux. C'était vendredi dernier, monsieur Holmes, et je n'ai rien vu ni entendu depuis lors qui puisse jeter quelque lumière sur son sort. Il me semble que vous avez été traité de façon honteuse, dit Holmes. Oh non, monsieur, il était trop bon et trop gentil pour me laisser ainsi. Toute la matinée, ce jour-là, il me disait que quoi qu'il advienne, je devais lui rester fidèle, et même si quelque chose de tout à fait imprévu venait à nous séparer, je devais toujours me souvenir que je lui étais promise, et que tôt ou tard il revendiquerait cet engagement. Ces paroles paraissaient étranges le matin du mariage, mais ce qui est arrivé depuis leur donne un sens. C'est tout à fait le cas. Votre opinion, donc, est qu'il a été victime d'une catastrophe imprévue ? Oui, monsieur, je crois qu'il pressentait un danger, car sinon il n'aurait pas parlé ainsi. Et donc je pense que ce qu'il prévoyait est arrivé. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui a pu se passer ? Non, aucune. Encore une question. Comment votre mère a-t-elle pris la chose ? Elle était en colère, et elle a dit qu'il ne fallait plus que j'évoque cette histoire. Et votre père ? Le lui avez-vous dit ? Oui, et il semblait penser, comme moi, qu'il était arrivé quelque chose et que j'allais de nouveau entendre parler d'Osmer. Comme il disait, quel intérêt aurait pu pousser quelqu'un à m'amener jusqu'à la porte de l'église pour m'abandonner ensuite ? Maintenant, s'il m'avait emprunté de l'argent, ou s'il m'avait épousé et mis mon argent à son nom, ce serait une raison. Mais Osmer était financièrement indépendant, et il n'en a jamais eu après mon argent. Et pourtant, qu'a-t-il pu arriver ? Et pourquoi n'a-t-il pas pu m'écrire ? Oh, ça me rend à moitié folle d'y penser, et je n'en ferme pas l'œil de la nuit. Elle tira de sa manche un petit mouchoir et se mit à sangloter bruyamment. « Je vais examiner l'affaire pour vous, dit Holmes en se levant, et je ne doute pas que nous parviendrons à un résultat satisfaisant. Laissez le poids de cette affaire reposer sur moi désormais, et ne vous encombrez plus l'esprit avec ça. Par-dessus tout, essayez de gommer M. Osmer Angel de votre mémoire, comme il a disparu de votre vie. Alors vous ne pensez pas que je le reverrai ? Je crains que non. Alors, que lui est-il arrivé ? Vous me laisserez m'occuper de cette question. J'aimerais avoir sa description précise ainsi que toutes les lettres de lui dont vous pouvez vous séparer. J'ai passé une annonce sur lui dans le Chronicle de samedi dernier, dit-elle. Voici l'extrait du journal et 4 lettres de lui. Merci. Et votre adresse ? 31 Lyon Place, Camberwell. L'adresse de M. Osmer Angel, vous ne l'avez jamais eue, si j'ai bien compris. Où se trouve la maison pour laquelle travaille votre père ? Il est représentant pour Westhouse et Marbank, les grands importateurs de vin de Bordeaux, de Fenchurch Street. Merci, votre exposé était très clair. Vous laisserez les documents ici et vous vous souviendrez du conseil que je vous ai donné. Oubliez tout de cet incident et ne le laissez pas affecter votre vie. Vous êtes très bon, monsieur Holmes, mais je ne le peux pas. Je serai fidèle à Osmer. Il me trouvera prête quand il reviendra. Malgré ce chapeau ridicule et ce visage dénué d'expression, il y avait quelque chose de noble qui forçait le respect dans la confiance naïve dont faisait preuve notre visiteuse. Elle posa son petit paquet de documents sur la table et prit congé, en promettant de revenir chaque fois qu'on le lui demanderait. Sherlock Holmes resta assis en silence quelques minutes, les extrémités de ses doigts toujours pressées les unes contre les autres, les jambes étirées devant lui et le regard dirigé au plafond. Puis il prit sur le râtelier la vieille pipe en terre toute grasse qui était pour lui une sorte de conseiller, et, l'ayant allumée, il se laissa aller au fond de son fauteuil, avec d'épaisses volutes de fumée bleue tournoyant au-dessus de lui, et un air d'infinie langueur sur le visage. « C'est un cas tout à fait intéressant que cette jeune fille, remarqua-t-il. Je la trouve plus intéressante que son petit problème qui, soit dit en passant, est plutôt banal. Vous trouverez des cas similaires en feuilletant mon répertoire, à Andover, en 77, et il y eut quelque chose du même genre à La Haye l'année dernière. Aussi vieille que soit l'idée, cependant, il y avait 1 ou 2 détails qui étaient nouveaux pour moi. Mais la jeune fille elle-même était des plus intéressantes. Vous semblez avoir lu en elle un tas de choses qui m'étaient tout à fait invisibles, remarquai-je. Pas invisibles, mais qui passent inaperçues, Watson. Vous ne saviez pas où regarder, et donc vous avez manqué tout ce qui était important. Je n'arriverai jamais à vous faire comprendre l'importance des manches, le pouvoir suggestif des ongles de pouce ou les grandes choses qu'on peut tirer d'un lacet. Voyons, qu'avez-vous déduit de l'apparence de cette femme ? Décrivez-la. Eh bien, elle avait un chapeau de paille à large bord couleur ardoise, avec une plume rouge brique. Sa veste était noire, rehaussée de perles noires, avec une frange de petits ornements d'un noir de jais. Son habit était brun, plus foncé que le café, avec un peu de peluche pourpre au cou et aux manches. Ses gants étaient gris et l'index de sa main droite était troué.
Je n'ai pas remarqué ses souliers. Elle avait de petites boucles d'oreilles rondes en or et dégageait un air général d'aisance, indiquant une vie banale, confortable et facile. Sherlock Holmes se frotta doucement les mains et gloussa. « Ma parole, Watson, vous faites beaucoup de progrès. Vous avez vraiment bien travaillé. Il est vrai que vous avez manqué tout ce qui était important, mais vous avez saisi la méthode et vous avez l'œil pour ce qui est des couleurs. Ne vous fiez jamais à l'impression générale, mon garçon, mais concentrez-vous sur les détails. Mon premier regard va toujours vers les manches chez une femme. Chez un homme, il peut être préférable de regarder en premier les genoux du pantalon. Comme vous le remarquez, cette femme avait sur les manches de la peluche, qui est un matériau des plus utiles pour repérer des marques. La double ligne, un peu au-dessus du poignet, là où la dactylo appuie sa main contre la table, était merveilleusement destinée. La machine à coudre manuelle imprime une marque similaire, mais seulement sur le bras gauche et sur le côté opposé au pouce, au lieu d'être en travers de la partie large du poignet, comme c'était le cas. J'ai ensuite regardé son visage, et remarquant l'empreinte d'un lorgnon de chaque côté de son nez, j'ai osé une remarque sur la myopie et la machine à écrire qui a semblé la surprendre. Cela m'a surpris, moi. Mais pourtant, c'était tout à fait évident. Je fus ensuite très intéressé et étonné de remarquer, en baissant les yeux, que bien que les bottines qu'elle portait ne fussent pas complètement dissemblables, elles appartenaient bel et bien à deux paires différentes, l'une ayant un bout légèrement décoré et l'autre un bout simple. L'une était attachée par seulement 2 des 5 boutons, ceux du bas, et l'autre par le premier, le troisième et le 5e bouton. Bon, quand vous voyez qu'une jeune femme, par ailleurs correctement habillée, est sortie de chez elle avec des bottines dépareillées et à moitié boutonnées, ce n'est pas une grande déduction que d'affirmer qu'elle est sortie précipitamment de chez elle. « Et quoi d'autre » demandai-je, vivement intéressé, comme je l'étais toujours par le raisonnement incisif de mon ami. J'ai noté, en passant, qu'elle avait écrit un mot avant de quitter la maison, mais après s'être complètement habillée. Vous avez observé que son gant droit était usé à l'index, mais vous n'avez apparemment pas remarqué que le gant et le doigt étaient tachés d'encre violette. Elle avait écrit en toute hâte et enfoncé trop profondément sa plume. Cela devait être ce matin, car sinon la tache ne serait pas aussi nette au niveau du doigt. Tout cela est amusant, bien que plutôt élémentaire, mais je dois me remettre au travail, Watson. Voudriez-vous me lire le portrait de M. Hosmer Angel qui était donné dans l'annonce ? J'approchai la petite coupure imprimée de la lumière. Disparu, était-il écrit, le matin du 14, un monsieur nommé Hosmer Angel. Taille, environ 1m70, costaud, teint cireux, cheveux noirs, un peu chauve au sommet, épais favoris noir et moustache, lunettes teintées, légère difficulté d'expression. Était habillé au moment de sa disparition d'une redingote noire à revers de soie, d'un gilet noir avec une chaîne de montre en or et d'un pantalon en tweed gris avec des guêtres brunes sur des bottines à côté élastiques. Connu pour travailler dans un bureau de Leadenhall Street, quiconque fournira, etc. Cela fera l'affaire, dit Holmes. Quant aux lettres, poursuivit-il en les parcourant du regard, elles sont très banales. Absolument aucune information sur M. Angel ne s'y trouve, sinon qu'il cite une fois Balzac. Il y a cependant un détail qui vous frappera sans doute. Elles sont tapées à la machine, remarquai-je ? Non seulement cela, mais la signature est tapée à la machine. Regardez le petit Hosmer Angel, bien net en bas de la page. Il y a une date, vous voyez, mais aucune autre indication, à part Leadenhall Street, ce qui est un peu vague. Ce détail à propos de la signature est très éloquent. En fait, on pourrait dire qu'il est déterminant. En quoi ? Mon cher ami, est-il possible que vous ne voyez pas à quel point il compte dans cette affaire ? Je dois avouer que c'est le cas, à moins que ce ne soit parce qu'il voulait pouvoir désavouer sa signature si une action en justice était intentée pour rupture de fiançailles. Non, ce n'était pas cela. Cependant, je vais écrire 2 lettres qui devraient résoudre le problème. L'une s'adresse à une entreprise de la City, l'autre au beau-père de la jeune femme, M. Windibank, lui demandant s'il peut nous rencontrer ici à 6 heures demain soir. Ce n'est pas plus mal que nous réglions cette affaire avec les membres masculins de la famille. Et maintenant, docteur, nous ne pouvons rien faire tant que nous n'avons pas de réponse à ces lettres. Alors nous pouvons mettre notre petit problème de côté dans l'intervalle. J'avais déjà eu tant de raisons de croire au subtil pouvoir de raisonnement de mon ami et à son extraordinaire énergie dans l'action, que je sentis qu'il devait avoir quelques bonnes raisons de traiter avec autant d'assurance et de désinvolture le mystère singulier qu'on lui avait demandé de sonder. Mais quand je me remémorais l'histoire bizarre du signe des 4, ou les circonstances extraordinaires qui ont entouré une étude en rouge, j'eus le sentiment qu'il faudrait que ce soit un bien drôle de nœud pour qu'il ne puisse le débrouiller.
Je le laissais donc toujours en train de fumer sa vieille pipe en terre, avec la conviction qu'à mon retour le lendemain soir, je constaterais qu'il tiendrait dans la main tous les indices permettant d'identifier le fiancé disparu de mademoiselle Mary Sutherland. Un cas médical très grave accaparait alors toute mon attention, et je fus retenu au chevet du malade toute la journée du lendemain. Ce n'est que peu avant 6 heures que je me trouvai libre, et que je fus apte à sauter dans un fiacre en direction de Baker Street, craignant quelque peu d'arriver trop tard pour assister au dénouement du petit mystère. Je trouvai pourtant Sherlock Holmes tout seul, à moitié endormi, son long corps mince niché dans le confort de son fauteuil. Un formidable déploiement de bouteilles et d'éprouvettes et une forte odeur d'acide chlorhydrique m'indiquèrent qu'il avait passé sa journée aux travaux de chimie qui l'affectionnaient tant. « Alors, l'avez-vous résolu » demandai-je en entrant. « Oui, c'était du bisulfate de baryte. »« Non, non, le mystère » m'écriai-je. « Ah ça, je pensais au sel sur lequel je travaillais. Il n'y a jamais eu aucun mystère dans cette affaire, bien que, comme je l'ai dit hier, certains détails en fussent intéressants. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de loi, je le crains, qui puisse atteindre cette crapule. » De qui donc s'agissait-il, et quel but poursuivait-il en abandonnant mademoiselle Sutherland? La question venait à peine de franchir mes lèvres, et Holmes n'avait pas encore ouvert la bouche pour répondre que nous entendîmes un pas lourd dans le couloir et qu'on frappa à la porte. « Voici le beau-père de la demoiselle, monsieur James Windibank, dit Holmes. Il m'a écrit pour me dire qu'il serait ici à 6 heures. Entrez !» L'homme qui entra était un individu robuste et de taille moyenne, d'une trentaine d'années, rasé de près et le teint cireux, l'allure terne, doucereuse et aux yeux gris remarquablement acérés et pénétrants. Il lança un regard interrogateur sur chacun de nous, posa son haut de forme lustré sur le buffet, et après s'être légèrement incliné, il se laissa glisser sur le siège le plus proche. « Bonsoir, monsieur Windibank, dit Holmes. Je pense que cette lettre dactylographiée, dans laquelle vous me donnez rendez-vous à 6 heures, émane de vous. » « Oui, monsieur, je crains d'être un peu en retard, mais je ne suis pas tout à fait mon propre maître, voyez-vous. Je suis désolé que mademoiselle Sutherland vous ait dérangé avec ce petit problème, car je pense qu'il vaut mieux ne pas laver ce genre de linge en public. C'est vraiment contre ma volonté qu'elle est venue, mais c'est une fille émotive et impulsive, comme vous l'avez peut-être remarqué, et elle n'est pas facile à maîtriser lorsqu'elle a quelque chose en tête. Naturellement, vous ne me dérangez pas tant que ça, étant donné que vous n'êtes pas lié à la police officielle. Mais il n'est guère plaisant de voir un problème familial comme celui-là s'ébruiter. De plus, ce sont des dépenses inutiles, car comment pourriez-vous retrouver ce Hosmer Angel? Au contraire, dit calmement Holmes, j'ai toute raison de croire que je réussirai à découvrir M. Hosmer Angel. M. Windibank tressaillit violemment et laissa tomber ses gants. Je suis ravi de l'entendre, dit-il. C'est une chose curieuse, remarqua Holmes, mais une machine à écrire a vraiment autant de personnalité qu'une écriture manuscrite. À moins d'être tout à fait neuve, il n'y en a pas deux qui écrivent exactement de la même façon. Certaines lettres s'usent plus que d'autres, et certaines sur un seul côté. Maintenant, vous remarquerez que sur cette note que vous m'avez envoyée, monsieur Windibank, il y a à chaque fois une petite bavure au-dessus du E et un léger défaut dans la queue du R. Il y a 14 autres caractéristiques, mais celles-ci sont les plus évidentes. Nous écrivons toute notre correspondance avec cette machine au bureau, et elle est certainement un peu usée, répondit notre visiteur en lançant à Holmes un regard perçant de ses petits yeux brillants. Et maintenant, je vais vous montrer une étude qui est vraiment intéressante, monsieur Windibank, continua Holmes. Je songe écrire un de ces jours une nouvelle petite monographie sur la machine à écrire et ses rapports avec le crime. C'est un sujet auquel j'ai accordé une certaine attention. J'ai ici 4 lettres qui auraient été écrites par le disparu. Elles sont toutes dactylographiées. Dans chaque cas, non seulement les E sont brouillés et les R sans queue, mais vous remarquerez, si vous voulez bien utiliser ma loupe, que les 14 autres caractéristiques auxquelles j'ai fait allusion sont également présentes. M. Windibank bondit de sa chaise et saisit son chapeau. « Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de propos fantaisistes, monsieur Holmes. Si vous pouvez attraper cet individu, attrapez-le, et prévenez-moi quand vous le tiendrez. »« Certainement, dit Holmes en s'avançant de quelques pas et en tournant la clé dans la serrure. Je vous préviens donc que je le tiens. » « Quoi? Où ça ?» s'écria M. Windibank en blêmissant jusqu'aux lèvres et en regardant tout autour de lui comme un rat pris au piège. « Oh, ce n'est pas la peine, vraiment, ce n'est pas la peine, dit suavement Holmes. Il n'y a pas d'issue possible, M. Windibank. On voit vraiment trop clair dans votre jeu, et ce n'était pas un compliment de prétendre que je ne pourrais pas résoudre un problème aussi simple. Cela suffit, asseyez-vous et discutons-en. » Notre visiteur s'effondra dans un fauteuil, le visage défait et le front luisant de sueur. « On ne peut pas me poursuivre, bafouilla-t-il. J'ai en effet bien peur que non. Mais entre nous, monsieur Windibank,
C'était une farce cruelle et égoïste d'une mesquinerie que je n'avais encore jamais rencontrée. Maintenant, laissez-moi simplement reconstituer le cours des événements, et vous me contredirez si je me trompe. L'homme était recroquevillé sur son fauteuil, le menton sur la poitrine, comme quelqu'un de complètement écrasé. Holmes cala ses pieds sur le coin de la cheminée, et, s'inclinant en arrière, les mains dans les poches, il commença à parler, manifestement plus pour lui-même que pour nous. Notre homme s'est marié avec une femme nettement plus âgée que lui pour son argent, dit-il, et il profitait aussi de l'argent de la fille tant qu'elle vivrait avec eux. C'était une somme considérable pour des personnes de leur rang, et la perdre aurait constitué une sérieuse différence. Cela valait bien quelque effort pour la conserver. La fille était d'un naturel bon et aimable, et même affectueuse et chaleureuse dans sa manière d'être, et il était donc évident qu'avec ses qualités naturelles et son petit revenu, elle risquait de ne pas rester longtemps célibataire. Mais un mariage signifierait, bien sûr, une perte de 100 livres par an. Que fit alors son beau-père pour l'en empêcher ? Il eut recours au moyen le plus simple, la cloîtrer à la maison et lui interdire de fréquenter des gens de son âge. Mais il s'aperçut rapidement que cela ne marcherait pas éternellement. Elle devint rétive, revendiqua ses droits, et annonça finalement sa ferme intention d'aller à un certain bal. Que fait alors son rusé beau-père ? Il conçoit une idée qui fait plus honneur à son cerveau qu'à son cœur. Avec la complicité et l'aide de sa femme, il se déguise, cache son regard pénétrant derrière des lunettes teintées, masque son visage avec une moustache et une paire de favoris touffus, il change sa voix claire en un chuchotement insinuant, puis, doublement rassuré par la myopie de la jeune fille, il apparaît sous les traits d'Osmer Angel et éloigne les autres prétendants en lui faisant même la cour. C'était uniquement une plaisanterie au début, grogna notre visiteur. Nous ne pouvions pas penser qu'elle s'emballerait ainsi. Probablement que non. Quoi qu'il en soit, la jeune fille s'est bel et bien emballée, et, étant fermement convaincue que son beau-père se trouvait en France, elle ne soupçonna pas un instant la trahison. Elle fut flattée des attentions du monsieur, et le résultat fut renforcé par l'admiration que sa mère exprimait avec force. Alors M. Angel commença à lui rendre visite, car il était évident qu'il fallait pousser la chose aussi loin que possible si l'on voulait que l'effet paraisse réaliste. Il y eut des rencontres et une promesse de mariage qui devait définitivement empêcher que l'affection de la jeune fille se tourne vers quelqu'un d'autre. Mais la supercherie ne pouvait pas durer éternellement. Les prétendus voyages en France étaient plutôt pesants. La seule chose à faire était évidemment de mettre fin à cette histoire d'une manière si brutale qu'elle laisserait une impression durable dans l'esprit de la jeune femme et l'empêcherait de regarder aucun autre prétendant pendant un certain temps. D'où ces vœux de fidélité dont il a exigé le serment sur la Bible, et d'où également les allusions à quelque chose susceptible de lui arriver le matin même du mariage. James Windibank souhaitait que Mademoiselle Sutherland fût si attachée à M. Osmer Angel et tellement en peine de savoir ce qu'il était advenu de lui que, pour au moins 10 ans, elle n'écouterait aucun autre homme. Il l'emmenait jusqu'à la porte de l'église, et là, comme il ne pouvait aller plus loin, il disparut fort à propos en utilisant la vieille ruse qui consiste à monter dans un fiacre par l'une des portières et à en ressortir par l'autre. Je pense que c'est ainsi que se sont enchaînés les événements, M. Windibank. Notre visiteur avait retrouvé un peu de son assurance à mesure que Holmes parlait, et il se leva de son siège avec désormais un air glacial de mépris sur son visage blême. « Il se peut qu'il en soit ainsi, et il se peut que non, monsieur Holmes, dit-il. Mais puisque vous êtes tellement malin, vous devez l'être assez pour savoir que c'est vous qui enfreignez la loi en ce moment, et non moi. Je n'ai rien fait de condamnable jusqu'ici, mais tant que vous maintiendrez cette porte fermée, vous vous exposerez à une action en justice pour agression et séquestration illégale. » « La loi ne peut, comme vous le dites, vous atteindre, dit Holmes en déverrouillant la porte et en l'ouvrant toute grande. Et pourtant jamais un homme n'a autant mérité d'être puni. Si la jeune dame avait un frère ou un ami, il appliquerait quelques coups de fouet sur vos épaules. Pardieu, poursuivit-il en rougissant de colère à la vue du ricanement amer qui se dessinait sur le visage de l'autre. Cela ne fait pas partie de mes devoirs envers ma cliente, mais voici une cravache qui se trouve là bien à propos, et je crois que je vais me faire une joie de... Il fit 2 pas rapides en direction du fouet, mais, avant qu'il ait pu s'en saisir, on entendit une cavalcade dans l'escalier, la lourde porte de l'entrée claqua, et de la fenêtre nous aperçûmes M. James Windibank, qui descendait la rue en courant à toutes jambes. « Quel canaille insensible !» dit Holmes en riant, en se jetant de nouveau dans son fauteuil. « Cet individu va aller de crime en crime jusqu'à faire quelque chose de très grave, et il finira à la potence. Cette affaire n'était, sous certains aspects, pas entièrement dépourvue d'intérêt. » « J'ai encore du mal à suivre toutes les étapes de votre raisonnement, observai-je.
Eh bien, naturellement, il était évident depuis le début que ce monsieur Osmer Angel avait une bonne raison de se comporter aussi curieusement, et il était également clair que le seul qui profitait avant tout de cet incident, pour autant qu'il apparaissait, était le beau-père. Ensuite, que les deux hommes ne se trouvaient jamais ensemble, mais que l'un d'eux apparaisse toujours quand l'autre était absent, était un fait éloquent. Comme l'était la paire de lunettes teintées et la voix bizarre, qui évoquent tous deux un déguisement, ainsi que les épais favoris. Mes soupçons furent tous confirmés par cette curieuse habitude de dactylographier sa signature, ce qui indiquait évidemment que son écriture était si familière à la jeune fille qu'elle en aurait reconnu le plus petit échantillon. Vous constatez que tous ces faits isolés, ainsi que de nombreux autres, mineurs, pointaient tous dans la même direction. Et comment les avez-vous vérifiés ? Une fois le bonhomme repéré, il me fut aisé d'obtenir confirmation. Je connaissais la maison pour laquelle cet homme travaillait. Partant de la description du journal, j'ai enlevé tout ce qui pouvait provenir d'un déguisement, les favoris, les lunettes, la voix, et je l'ai envoyé à la société en les priant de me faire savoir si cela correspondait au signalement d'un de leurs représentants. J'avais déjà remarqué les signes particuliers de la machine à écrire, et j'écrivis à ce monsieur à son adresse professionnelle en lui demandant de bien vouloir se rendre ici. Comme je m'y attendais, sa réponse fut dactylographiée, révélant les mêmes défauts mineurs mais caractéristiques. La même levée m'apporta une lettre de la Westhouse et Marbank, de Fenchurch Street, disant que la description correspondait en tout point à celle de leur employé, James Windibank. Voilà tout. Et mademoiselle Sutherland ? Si je lui raconte l'affaire, elle ne me croira pas. Vous vous souvenez peut-être de ce vieux proverbe persan qui dit « Il est en danger celui qui retire son petit à un tigre, mais également celui qui retire à une femme ses illusions. » Il y a autant de sagesse chez Hafiz que chez Horace et une connaissance du monde aussi profonde.